Le jugement. Le jugement envers les personnes d'orientation sexuelle différente me heurte. Je suis choquée de toute discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Choquée que l'on pose d'emblée la question de savoir quelles sont les préférences de la personne. Chez n'importe qui d'autre, on va chercher à savoir ce qu'elle fait dans la vie, s'il a des enfants, où elle est née, où elle habite, etc. Chez les personnes qu'on juge homosexuelles à leur apparence ou à leur mode de vie, on se mêle d'emblée de leur intimité. C'est d'une grossièreté crasse. Ceci dit, comme tous les êtres humains, je suis aussi très souvent dans le jugement. Un jour dans la rue, j'entends une voix féminine m'apostropher en anglais. « Excuse me, excuse me ». Je m'arrête et laisse le temps à la dame de me rejoindre. « Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller à Sainte-Catherine » me demande-t-elle. « Vous cherchez le marché de Noël ?»« Oui. »« Venez, je vais dans cette direction, je vous accompagne au bout de chemin. » Et la voilà qui me raconte sa vie sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Elle vient d'Italie et aussi d'Arabie Saoudite par sa mère. Me parle des femmes voilées. Je lui demande ce qu'elle en pense. Elle ne me répond pas. M'explique qu'elle travaille pour les institutions européennes. Je pense, elle est donc cultivée, intelligente, et j'insiste pour avoir son avis sur la question. Elle se contente de me dire que là-bas, c'est la loi. Elle y porte donc la burqa. Ici, rien, pas même un simple foulard. Elle prend les choses comme elles viennent, et je songe à Taïane. Est-ce un bien? Est-ce un mal? J'y viens. Lors d'un autre épisode, je réside dans un hôtel de Séville. À 7h30, je vais prendre mon petit déjeuner et me retrouve nez à nez avec une burqa noire. Il n'aurait pas un peu forcé sur le tissu, se demande la couturière en moi. Je ne peux m'empêcher de la contempler. Simple curiosité. Je jette un regard discret de la tête aux pieds. Bah oui, on suit le tissu. Puis des pieds à la tête. Et je tombe ainsi en arrêt devant ses yeux. Elle est superbe, cette femme. Ce n'est pas l'accumulation de tissus qui m'empêche de voir sa beauté. Oh Dieu, j'espère que les obscurisés ne prendront jamais conscience que ce sont les yeux qui reflètent la beauté d'une personne. Ils feront quoi sinon lui crever les yeux aussi? Je me demande comment la dame va bien pouvoir faire pour manger, s'inquiète en moi la terre à terre. Lever la voilette? Je me doute que la femme va plutôt ôter la partie qui lui pend des yeux. Puis m'étonne. Non, la dame prend un petit morceau de pain qu'elle porte au creux de sa poitrine et qu'elle glisse sous le tissu noir pour remonter jusqu'à la bouche. Ça doit être un vrai garde-manger, la guimpette, ironise le mental sarcastique. J'imagine la saucisse anglaise passer par là, accompagnée de sa sauce tomate. C'est d'un commode. Le mari se lève pour le ravitaillement. À son retour, son épouse lui tend le bras, insiste jusqu'à ce que l'homme lui remette un triangle de fromage fondu emballé dans du papier alu qu'il tenait en main, planté là, debout devant la table qu'ils avaient choisie. Je n'ai pas bien compris la scène, s'inquiète le cerveau de ses propres facultés cognitives, tandis que se poursuit le ricanement des mouettes. Et pour boire, alors, que va-t-elle faire? C'est pareil. La dame lève la bavette bien à l'horizontale pour hisser la tasse à la hauteur des lèvres. Pareil aussi pour la cuillère à soupe qui contient une portion d'œuf brouillé. Je vois avec soulagement que la femme parle à son mari. Elle a le droit de parler à table, visiblement. Elle a aussi le droit de se lever et d'aller chercher elle-même sa pitance. J'imagine en cet instant
que mes réflexions pourraient sembler idiotes si je les formulais à voix haute. Mais comment savoir, avec des religions extrémistes ou des cultures qui privent les personnes de leurs droits, de leur liberté, comme le droit de choisir la personne à aimer. Ma fille me parle depuis quelque temps du drame que vit une copine du lycée. Ses parents vont la marier de force en février prochain. Ma première réaction a été de la calmer, de lui dire « est-ce un bien, est-ce un mal ?» Le mieux est peut-être de rester positive pour son amie, de lui souhaiter mentalement une belle et longue vie malgré tout. Voyant à quel point ma fille est affectée par la détresse de sa copine, je lui dis « Écoute, tu ne peux pas prendre toute la misère du monde sur tes épaules. » Par la suite, le soir avant de m'endormir, je pense soudain qu'il doit exister en Belgique des associations dédiées à l'accompagnement et à la protection de ces jeunes. Le lendemain, je reprends la discussion avec Myriam. Tout en parlant, j'effectue une recherche et découvre le site Mon mariage m'appartient, recensant 13 points de contact à Bruxelles. Je conseille à Myriam d'en parler à sa copine et lui propose d'offrir mon aide concrète, argumentant qu'il serait peut-être plus facile pour la jeune fille concernée qu'une personne tierce fasse les démarches pour elle. Le soir, je me surprends à penser de nouveau à cette situation. Peut-être devrais-je plutôt dire à Myriam qu'il est primordial de surmonter ses propres peurs. Il est facile d'imaginer ce que l'on ferait si l'on était à la place d'une autre personne. Il est nettement plus difficile d'affronter ses propres démons. Peut-être le monde tournerait-il plus rond si chacun prenait la responsabilité de sa propre vie et s'armait de courage pour changer ce qui peut l'être ou accepter ce qui ne le peut pas. Avec le recul, je sais que la jeune femme est heureuse en ménage. Mais à l'époque, j'ai donc une vision intolérante sur les pratiques comme le port du voile ou le mariage forcé. C'est quelque temps après m'être installée au centre de Bruxelles que je découvre que je suis raciste, du moins je pensais l'être. Avec stupéfaction, car j'ai des membres de la famille et de nombreux amis d'origine ou de nationalités différentes, que j'adore. Je ne comprends pas ce qu'il se passe en moi, car je trouve déjà de belles qualités chez de nombreux Maghrébins, mais je ne supporte plus l'arrogance de certaines personnes. Plusieurs épisodes désagréables dont ma famille fait les frais contribuent à entretenir l'idée communément répandue et pourtant faussée des Maghrébins dans la capitale. Une collègue s'en inquiète. « Tu fais tes courses au marché du midi ?»« Oui, j'adore. Il n'y a pas beaucoup de Maghrébins ?»« Si, la grande majorité. La plupart du temps, ils sont comme tout le monde. Par contre, certains sont d'une arrogance. Je ne m'imaginais pas du tout que cela se passerait comme ça. C'est le seul bémol à notre installation au centre-ville. Si tu savais le nombre de fois que nous nous sommes retrouvés, que ce soit les filles, Georges ou moi, dans une situation incroyable, en quelques semaines à peine. Tu sais pourtant que je ne suis pas raciste. Je suis d'ailleurs fière d'avoir inculqué le cosmopolitisme à mes filles. C'était très facile en réalité. Je leur ai lu l'histoire d'un grand-père qui dit à sa petite fille « Tu sais, quelle que soit la couleur de la peau, le sang est rouge lorsqu'on saigne et les larmes ont un goût salé. » Et je n'ai jamais désigné un enfant de leur classe par une caractéristique physique, du style la petite noire ou le roux, comme dans la société où nous avons grandi. Je disais toujours la petite fille à la robe rouge, par exemple. Oh, ça me fait penser à Lison. Myriam s'était plainte qu'un garçon avait mangé ses biscuits à la garderie. Et le lendemain soir, Lison m'avait annoncé « Tu sais, maman, le petit orange qui a mangé les biscuits de Myriam, eh bien, c'est Sébastien. » Le petit orange, avait répété Christelle Hilard. Oui, c'était un petit roux. Bah oui, j'avais compris.
répond ma collègue à moitié vexée. Mais bon, elle avait 5 ans, je reprends. Qu'est-ce que je voulais dire? Je papote, et du coup je perds le fil. Tu parlais de situation, me rappelle Christelle. Oui, dit. Un jour, par exemple, nous attendons, Georges et moi, pour traverser la rue. Il a retiré ses lunettes pour se frotter les yeux. Tout à coup, une bonne femme surgit avec sa poussette et nous bouscule avec une telle brutalité que les lunettes de Georges tombent par terre. Et alors qu'il s'indigne, le mari de la dame l'empoigne comme prêt à lui taper dessus. On a laissé tomber parce qu'il n'en valait pas la peine. Mais tu te rends compte? Il m'est arrivé aussi d'entrer dans une vieille boulangerie du boulevard Lemonnier pour acheter du pain marocain. Je salue le préposé, pas de réponse. Quand vient mon tour, l'homme m'ignore, prétendant arranger ses produits ou je ne sais quoi. Il se contente de parler en arabe avec les gens de la production qui travaillent derrière le comptoir placé derrière moi. Et toute la clique de rire joyeusement. Comme je ne bouge pas, attendant patiemment qu'il daigne prendre ma commande, l'homme finit par comprendre que son comportement ne m'a pas déstabilisé. Et, d'un mouvement bref du menton vers le haut, il me lance un regard du style « Qu'est-ce que vous voulez ?» toujours sans m'adresser la parole. Je lui passe ma commande, qu'il me prépare. Lorsqu'il me tend l'emballage, il prononce les premiers mots à mon intention. 1,20 €. Ce seront d'ailleurs les derniers. Ni merci, ni au revoir. Et c'est pareil au supermarché dont la direction a été reprise par des Maghrébins, paraît-il. Depuis que les employés maghrébins sont en majorité, tu n'entends presque que l'arabe dans ce magasin. Bon, quand ils se parlent entre eux, je m'en fous. Chacun est libre de parler sa langue. Et Dieu sait à quel point Bruxelles est multiculturelle, et c'est très bien. Mais l'autre jour, il y avait une file incroyable aux caisses. Alors que j'étais enfin arrivé à proximité d'une d'elles, un type vient se placer devant moi. Je lui fais poliment la remarque, mais il se défend en montrant son panier. Je n'ai que ça. Je lui montre le mien, qui n'est pas plus rempli que le sien, et je lui dis que cela ne m'a pas empêché de respecter les autres personnes qui faisaient la file. Le gars se met à m'injurier en arabe, et ça devait être une insulte salée, car tous les Arabes présents se sont retournés vers nous. Eh bien, figure-toi que tout le temps qu'a duré le pointage de mes articles, la caissière a commenté la situation en arabe avec cet homme, se plaignant visiblement, l'air fataliste, comme s'ils étaient une nouvelle fois victimes de racisme. Oh, dis, souffle Christelle, tandis que je poursuis. Oui, c'est triste, et ce ne sont que les Arabes qui font ça. D'autres caissières de ce magasin sont d'origine africaine ou de pays de l'Est, et elles sont toutes adorables, serviables, enjouées. Et encore, ce n'est pas le plus grave. Tu sais que Lison et Myriam se font parfois agresser en rue quand elles sont seules, parce qu'elles ne portent pas le voile. Oh, dis, ce n'est vraiment pas drôle. Tu regrettes d'avoir déménagé? S'inquiète Christelle. Non, non, la plupart des gens sont civilisés, quelle que soit leur nationalité. Mais dans toutes ces situations, ce sont systématiquement des gens d'origine maghrébine. Systématiquement, il faut le faire quand même. Et ils se plaignent du racisme. En fait, ce sont eux qui sont racistes envers nous. Enfin, pas tous, loin de là. Ils ne sont qu'une minorité. C'est un jeune Marocain qui a repris la boulangerie du coin. Et je peux te dire qu'il est serviable, gentil, vraiment adorable. Où je vais parfois aussi faire mes courses du côté de la station Isère, où il y a toute une série de petits magasins. Et là, bien que la majorité des gens, clients ou vendeurs, soient d'origine arabe, dès que nous nous approchons du comptoir, par exemple, les hommes qui discutaient entre eux en arabe passent automatiquement au français pour poursuivre leur conversation personnelle.
ce que nous faisons d'ailleurs Georges et moi. Dès qu'une tierce personne ne parlant qu'anglais, par exemple, s'approche de nous, Georges me parle en anglais et je fais pareil. Bah oui, je fais ça aussi, dit Christelle. C'est une simple question de politesse. Absolument. Mais pour certains, comme lors de l'incident du supermarché, on dirait qu'ils se sentent tellement supérieurs qu'ils prennent d'office le parti de la personne d'origine arabe. Comme l'autre jour, par exemple, j'étais estomaquée. Notre porte de garage forme un renfoncement. Comme c'est une rue où très peu de voitures passent, des hommes viennent constamment uriner dans le coin, à une telle fréquence que le bas de la porte est rouillé. Oh, dis, quelle horreur! Je ne te le fais pas dire. Bon là, c'est un autre type d'incivilité qui n'est clairement pas lié à la nationalité. On voit de tout, même des hommes en costume cravate. La commune est au courant du fléau et a déjà installé des urinoirs publics un peu partout, mais ça ne les arrête pas. J'ai même vu un homme en soutane uriner contre le mur du musée de la franc-maçonnerie. Un message subliminal, peut-être? Non. Christelle s'est jointe à mon rire. Si, je te jure. Depuis lors, chaque fois qu'on en prend un sur le fait, on lui fait la remarque. L'autre jour, alors que le type referme son pantalon, je m'adresse à lui et lui dis poliment: vous savez, monsieur, qu'il existe des urinoirs à 2 rues d'ici, juste à côté de l'église du Béguinage? Le type m'agresse, son visage à 15 centimètres du mien, me tutoyant. T'as peur, hein? T'as peur, hein? Je lui réponds calmement: mais non. Pourquoi je devrais avoir peur? Et pourquoi vous me tutoyez? Je vous vois, moi. À ce moment-là, je vois arriver des gardiens de la paix que je reconnais à leur veste mauve. Et je pense: pour une fois, j'ai de la chance, ils vont pouvoir intervenir. Je leur fais signe et ils s'approchent. Tu sais ce qu'ils ont fait? Sans même demander de quoi il s'agit, l'un met sa main sur le bras du pisseux et lui parle en arabe, lui faisant signe de s'en aller, tandis que l'autre s'adresse à moi. Il ne faut pas vous énerver, madame. M'énerver? Il n'y en avait qu'un seul qui gueulait. Je te jure, ça m'a déprimée. Bah oui, je te comprends. Nous sommes ici depuis 3 mois et déjà j'ai le poil hérissé dès que j'entends parler l'arabe. À croire que j'ai inconsciemment associé le son de cette langue à de l'agressivité. Eh bien, courage, j'espère que ça va aller. Oui, j'en suis certaine. À moi de me concentrer sur les gens civilisés. Pour m'aider à retrouver ma tolérance, mon cosmopolitisme, je me suis souvenu de l'enseignement d'un professeur. Lorsque tu détestes une personne avec qui tu es obligé d'être en relation, efforce-toi de lui trouver une seule qualité et sois reconnaissante pour ce point positif qu'il ou elle t'apporte. Ton regard sur l'étranger, sur l'autre, changera. J'ai compris que c'était à moi à faire la part des choses. Je n'étais pas raciste, mais je mélangeais tout. Au début, je pensais comme de nombreux Belges que les racistes d'origine maghrébine sont majoritaires à Bruxelles. Or, en 12 ans, j'ai rencontré bien plus de personnes bienveillantes de tous âges, de toute culture, de toute nationalité, que de gens malveillants. Les personnes étrangères ou d'origine étrangère sont comme tout le monde, serviables, aimables, souriantes ou pas. Chez les personnes arrogantes, ce n'est pas leur origine ou leur culture qui pose problème, c'est leur incivilité. J'ai été victime de racisme sans le savoir. Dans toutes ces situations, je vivais le racisme que tant d'autres vivent également. C'était ma responsabilité de surmonter la peur d'être perçue comme une personne raciste et de dénoncer ces actes d'une minorité qui nuisent à la réputation de tant de personnes qui ont joué
et joue un rôle majeur dans nos sociétés. Les migrants permanents produisent des effets positifs sur l'économie, c'est un fait avéré et prouvé. C'est à moi, c'est à nous, non-arabes, de briser cet amalgame entre islamisme et arabophonie, solidement ancré dans nos esprits occidentaux à cause d'une toute petite minorité. En 2018, après avoir vu le film Au temps où les Arabes dansaient, je me mets à l'apprentissage de l'arabe. Je m'y remets, en réalité, car j'avais déjà entamé un livre pour enfants lorsque j'avais 12 ans. J'adore. En regardant les films et séries en arabe, je parviens à comprendre quelques mots par-ci par-là, et je me mets à aimer leur culture, leurs valeurs. Seul l'abattage halal me pose un problème de conscience, mais c'est un problème de religion. Le jugement, c'est le racisme, la discrimination, l'exclusion. J'aime le proverbe amérindien qui dit qu'avant de juger son frère, il faut avoir marché plusieurs lunes dans ses mocassins. Ainsi s'achève la partie avant l'illumination. Nous allons pouvoir passer au début de l'évolution. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.